comme je vous disais, c'est l'Institut Akata Conseil, notre école d'analyse transactionnelle à Lausanne, dans le champ conseil, hein, qui anime, enfin, qui a préparé ce webinaire ce soir, dont je fais partie avec nos collègues ici. Donc, je commence tout de suite, hein, parce que vous voyez que le temps passe. Donc, je vais m'appuyer sur un diaporama qui sera là tout au long de la soirée, hein, je pense que vous voyez maintenant. Et l'idée de ce webinaire, oui, c'est de survoler cette histoire du triangle dramatique. Donc, j'ai bien entendu que parmi vous, il y a des gens très avancés en AT, il y a des gens peu avancés en AT, puis il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, je vais expliquer simplement ce dont on parle. Moi, c'est vrai que ce triangle dramatique, un outil en AT qui est très vulgarisé, qui est très montré, qu'on trouve sur Internet partout et qu'on connaît bien et qui a vraiment l'intérêt d'être très simple. Hein. Stephen Karpman, donc, qui l'a inventé, l'a fait justement, il cherchait un outil très simple. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Eric Berne, qui a fondé l'analyse transactionnelle, adorait qu'un concept soit montré avec quelque chose de simple pour que tout le monde comprenne. Donc ça, c'est l'intérêt de ce triangle qu'on va voir rapidement, mais ce webinaire, moi, je l'ai pensé justement pour essayer de vous faire passer un certain nombre de subtilités, ce que j'appelle les extensions de ce triangle, parce qu'ici, il est simple, eh bien, il faudrait pas qu'il soit non plus réducteur, vous voyez. Donc, il y a en fait toutes sortes de compléments dont je vais vous parler très rapidement ce soir, mais qui fera l'objet d'un atelier que je vais animer prochainement sur Lausanne, un atelier d'une journée. Et puis l'idée derrière, bien sûr, si on parle de triangle dramatique, c'est qu'on parle de jeu psychologique. Et si on parle de jeu psychologique, c'est que vous êtes tous plus ou moins dans des métiers d'accompagnement, de soutien, de conseil, etc. Donc, quand on a un client ou un collègue hein, qui nous raconte un jeu psychologique ou qui est dans un jeu psychologique, ben, en général, on a envie de l'aider comme on dit, sortir de ce jeu psychologique ou de comprendre ce qui se passe, tout simplement. Donc, c'est ça l'idée de ce webinaire de ce soir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dérouler ce diaporama, voilà, et votre présentation. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, le plus simple, c'est, vous savez, vous pouvez lever, alors vous levez la main comme ça, ou bien vous avez un petit icône de main levée. Comme ça, dès que je peux, je vous regarde et puis je vous donne la parole. Et puis, de toute façon, on réservera un petit temps sur la fin de l'heure pour des questions, s'il en reste. Comme je vous disais tout à l'heure, ce webinaire est enregistré, donc si vous voulez le regarder après, vous me demanderez le lien. Voilà, pas de problème. Alors, donc, ce webinaire, puis ensuite, l'idée est de pouvoir approfondir tout ça au cours d'un atelier d'une journée. Les auteurs sur lesquels je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est bien sûr Stephen Karpman, donc, qui est en fait le père de cet outil qu'on appelle le triangle dramatique. Et en particulier, je m'appuie sur son dernier bouquin qui s'appelle Le triangle dramatique, où il a proposé toutes sortes d'approfondissements, de développements. On en verra un petit peu ce soir, pas beaucoup, ça n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Je m'appuie aussi sur une autrice qui s'appelle Petruska Clarkson, qui était anglaise, et qui a décrit le rôle du spectateur dans le triangle, qu'on va voir en deuxième partie. Et puis Assey Choy, qui lui a travaillé sur ce qu'on appelle le triangle du gagnant, c'est comme ça qu'il a appelé son outil. Donc en troisième partie, pour avoir un peu une idée de comment on peut justement transformer ce triangle qui décrit un jeu psychologique en triangle positif et utile pour les gens. Donc, vous avez vu, j'ai des références là que j'ai mises qui s'appellent AAT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, AAT, ça veut dire Actualité en analyse transactionnelle. C'est la revue, en fait, d'analyse transactionnelle française, francophone, on va dire plutôt francophone, que vous pouvez trouver, par exemple, sur le site de l'IFAT, que je vais vous le donner là. L'IFAT étant l'association française d'analyse transactionnelle. Voilà. Mais si vous avez besoin de compléments bibliographiques, etc., n'hésitez pas.
à m'envoyer un message sur l'Institut Data Conseil par la suite, après le webinaire. Donc, mon plan, bon, rapidement, le voilà, il défile sous vos yeux. Donc, je présente rapidement les jeux psychologiques pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire très, très simple. Le triangle de Karpman, peut-être que lui, il a proposé. Et après, on va essayer de voir quelques subtilités de ce triangle, le fameux rôle du spectateur de Petrushka Clarkson, et puis quelques idées de triangles un peu différents, comme par exemple le triangle du gagnant de Acéchol. Voilà mon plan de ce soir. Alors, les jeux psychologiques, alors ici dans l'auditoire, est-ce que certaines personnes ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'un jeu psychologique? Est-ce que vous pouvez lever la main pour si c'était le cas? Est-ce que certains d'entre vous ne connaissent pas ce concept de jeu psychologique? Vous connaissez tous, apparemment. Je vois pas de main levée, donc ça veut dire que vous connaissez tous. Ouais, ouais. Ok, bah super, très bien. Donc, ce sera juste une petite révision. Et je m'appuie, par exemple, sur un petit questionnaire. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là, le questionnaire de Gisèle Zawi. Gisèle Zawi, dans son livre Triple Moi, pose des questions, enfin, donne un petit peu des repères. Et par exemple, des fois, on est dans des échanges infructueux, voire irritants. Quelquefois, on clôt cet échange avec l'impression de s'être fait avoir. Quelquefois, on clôt l'échange en ayant l'impression d'avoir coincé l'autre. Des fois, quand on cherche à obtenir quelque chose, ben, on a vraiment le contraire de ce qu'on voulait, voilà. Ou quelquefois, en voulant aider, ben, on se fait rejeter. Alors ça, c'est des petites pistes, des petits repères qui peuvent indiquer, quelquefois, pas toujours, hein, mais quelquefois, qu'il s'est produit ce qu'on appelle un jeu psychologique. C'est-à-dire une séquence comme ça relationnelle dans laquelle on est embarqué inconsciemment, bien sûr, c'est un phénomène inconscient et qui se termine de façon assez désagréable. Alors, je regarde le chat parce que quelqu'un a mis un petit est-ce possible de couper le micro? Vais-je en faire, s'il vous plaît? Quelqu'un demande si. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le mieux, c'est de couper vos micros si vous parlez pas, comme ça fait pas d'écho. Voilà. Merci à tous. Et mais le remettre si vous parlez, évidemment, c'est même mieux. Hein. Donc voilà. Donc, vous m'arrêtez. Hein, Donc, je prends un exemple d'un jeu très court. C'est un exemple d'ailleurs qui est cité d'ailleurs par Stephen Karpman dans son livre que j'ai présenté tout à l'heure. Donc voilà un petit dialogue entre deux voisins. On va faire très court hein, pour que vous ayez un peu une idée de ce que c'est. Un voisin discute avec son voisin, avec l'autre. Donc, il dit, j'ai un problème avec mon propriétaire. Et l'autre lui dit, bah, je peux l'appeler si tu veux. Et, ah, merci. Ah, et tout se passe bien. Donc voilà, un petit dialogue très simple. Bon, là, il n'y a pas de jeu psychologique, tout se passe bien, on va dire. Hein. OK. Puis on prend le même dialogue, mais cette fois-ci, il y aurait un jeu psychologique. Imaginons qu'il y ait un jeu psychologique. Voilà ce que ça pourrait donner comme dialogue. J'ai un problème avec mon propriétaire. Bah oui, j'arrive pas à le joindre. Je lui ai envoyé des lettres recommandées, il répond pas. L'état des lieux ne va pas. J'ai une fuite dans la salle de bain. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Bon. Et l'autre lui pose des questions. Ah bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis au bout d'un moment, l'autre lui dit, bah je peux l'appeler si tu veux. Je le connais bien, moi. Je sais comment faire, etc. Et le premier dit, bah non, ça va tout empirer, hein. Ah, je te connais, hein, ça va pas aller. Et zut, la personne est pas bien et dit, ah, désolé. Voilà un petit exemple très court, très ramassé d'un petit jeu psychologique qui se déroule sur là quelques séquences, vous voyez, mais on voit là que la fin est désagréable et qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qu'on appelle le théâtre, dans un jeu psychologique, comme dans une pièce de théâtre d'ailleurs, hein, comme s'il y avait tout d'un coup un truc, hein, quelque chose qui se passe. Hein. Eric Berne parle de truc. Bon, voilà un exemple de jeu psychologique. Alors, il y a toutes sortes d'exemples, et vous savez que les jeux psychologiques, il y en a des assez banaux. On dit banaux ou banal? Banaux, peut-être. Enfin, assez communs, voilà.
Ça arrive à tout le monde. Et puis, il y a des jeux donc, de gravité différentes. Et puis, il y a des jeux qui se passent là, comme on voit, en quelques minutes, ou certains qui vont se dérouler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs mois, ou des fois toute une vie. Donc, c'est un phénomène très, très commun en même temps et en même temps très varié. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Ben, vous le savez, puisque vous connaissez les jeux, c'est des séquences relationnelles qui sont désagréables, ok? Un phénomène aussi classique, c'est qu'à la fin du jeu, souvent, on a une pensée qui vient du genre, ah ben, c'est bien ce que je pensais, voilà, ou du genre, ah ben, encore une fois, ça m'arrive. Enfin, c'est assez classique dans les jeux psychologiques. Il y a donc un truc, Eric Berne parle de truc, Eric Berne, c'est le fondateur de la T. Donc, le truc, c'est par exemple le coup de théâtre, mais c'est aussi des sous-entendus. Et puis, il y a donc ce fameux coup de théâtre. Voilà un petit peu résumé le jeu psychologique. Alors, comment Karpman le décrit? Bon, bah, vous devez connaître son fameux triangle. Donc, je représente là de façon très simplifiée, avec, vous savez, ces trois rôles, hein, comme trois personnages finalement d'un drame, c'est-à-dire une pièce de théâtre. Hein. Donc, lui, il dit, Karpman, et ça, il l'a fait il y a longtemps, hein, puisque Berne était encore vivant. Il a présenté cet outil à Berne, et Berne était d'ailleurs enchanté parce qu'il adorait qu'on lui présente quelque chose de simple comme ça. Euh, et donc, quand il l'a présenté, il a voulu faire quelque chose de simple. Donc, il a observé que dans ces jeux psychologiques, en général, les protagonistes avaient un de ces trois rôles. Hein, il parle de rôle. Donc, vous voyez, le rôle de persécuteur, là, le P, de sauveur ou de victime. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a besoin de. Donc, première chose, Stéphane Carpan montre cet outil, ce schéma, en disant qu'il y a trois rôles dans les jeux psychologiques et point de départ du jeu. Bon. Par exemple, là, dans ce petit dialogue que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un problème avec mon propriétaire. Bon, Stéphane Cartman dit, ça, c'est plutôt entre guillemets, le rôle de la victime qui expose un problème et qui semble montrer qu'elle n'est pas capable de le résoudre. Et puis, je peux l'appeler, l'autre me dit, je peux l'appeler, ce que je le connais, ça pourrait correspondre au rôle du sauveur. Donc, du sauveur qui vient aider, alors même que, et c'est là tout le principe du jeu, alors même qu'il n'y a pas vraiment de demande. Vous voyez, et donc, quand il se passe ça, quelque chose se produit entre ces deux personnes, une qui présente un problème et l'autre qui vient aider, sans forcément d'ailleurs qu'on lui ait demandé. Hein. Et ça, c'est le début du jeu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'invitation avec ces rôles qui se complètent. Puis après, ah bah non, ah bah non. L'autre rejette, la première personne rejette l'offre en disant, bah non, ça va empirer, c'est tout vous, ça, de faire ça. Non, non, pas du tout. Et là, il se passe ce que Karpan appelle un renversement de rôle, ce que Berne va appeler coup de théâtre. Hein. C'est un renversement de rôle, c'est-à-dire que celui qui avait une position de victime au départ rejette et prend une position ou un rôle de persécuteur, et puis celui qui avait une proposition un peu dans le cadre de son rôle de sauveur, eh bien, se trouve tout bête à la fin et passe en position de victime. Donc, très rapidement, vous comprenez que comment ça fonctionne ce triangle. Il y a, pour qu'il y ait jeu, il y a, d'après Cartman, deux éléments. Il faut qu'il y ait une invitation avec deux rôles, de personnes qui se connectent avec ces rôles-là, et puis ce qu'il appelle un switch, c'est-à-dire un renversement de rôle. Voilà la présentation du triangle de Cartman, tel qu'il l'avait décrite au tout début, dans les années avant, dans les années 60, on va dire. Est-ce que, à cet endroit-là, pour vous, vous avez besoin de quelque chose? C'est clair? C'est juste un rappel ou ça va? Ou est-ce qu'il y a une question à cet endroit-là? Donc, je ne vois pas de question. Sinon, vous faites signe. Et donc, je veux insister sur un fait qui est important, c'est que on parle de rôle
comme un peu comme dans le théâtre, hein, d'accord? Ces petites pièces de théâtre désagréables, et on ne parle pas de personnalité, c'est-à-dire qu'on a tendance, et là c'est un petit peu le défaut de cet outil simple, on pourrait avoir tendance de coller des étiquettes sur les gens, celui-là il est persécuteur, celui-là il est sauveur, celui-là. Non, on a un rôle de persécuteur à un moment donné, et en particulier parce que il se trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui est par exemple victime ou qui est par exemple sauveur. Ces rôles ne fonctionnent que quand quand ils s'assemblent. D'accord? Ah, c'est clair pour vous? Juste une précaution pour qu'on évite un peu cette première simplification qui serait de coller des attributions comme ça, des qualités et des personnalités aux gens. C'est toujours c'est formidable ces schémas simples, hein. C'est beau, c'est sympa, c'est facile à comprendre et en même temps c'est limité. D'où l'intérêt de poursuivre. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, toujours pour compléter un petit peu ce que dit Cartman, donc il dit que oui, dans ce rôle de persécuteur, la personne qui prend ce rôle ben, a plutôt un rôle critique, où elle fait pression, disons, elle contraint la victime, ok, et finalement, elle ne fait que valider son apparente faiblesse. Bon, le sauveur, ben, lui, le propre du sauveur, c'est quoi? C'est d'offrir de l'aide, mais sans invitation, par exemple. Bien, alors qu'il n'en a pas les moyens. Voilà. Et le propre de la victime, c'est de se sentir incapable et de confondre, et on va y revenir tout à l'heure, son incapacité et sa vulnérabilité, ce qui n'est pas pareil. Un autre auteur qui s'appelle Klaus Steiner, que vous devez connaître, dit d'ailleurs, la victime n'est pas aussi impuissante qu'elle le croit, le sauveur n'aide pas vraiment, et le persécuteur n'a pas de critique valide. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe de ce triangle dramatique. Alors, moi, ce qui m'intéressait de vous présenter ce soir, et je commence là, c'est dire que, bon, c'est pas si simple que ça, et heureusement, parce que les êtres humains sont complexes, sont subtils, et donc, si on veut les accompagner, il faut comprendre certaines subtilités. La première subtilité que je voulais vous présenter, c'est toujours Stephen Cartman. Euh, il montre que derrière cette façade de ces rôles dans ces jeux psychologiques, il y a d'autres personnes et il y a d'autres, on va dire, d'autres particularités de ces personnes. Par exemple, derrière le persécuteur, il peut y avoir une victime. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais moi, je vois souvent des gens qui sont, alors comment dire, qui sont euh, un peu, un peu supérieurs, un peu hautains, un peu, des fois un peu harcelants, un peu trop critiques, etc. Vous voyez, autoritaire, mais une mauvaise autorité, voilà. Et puis, mais en fait, c'est une façade. C'est une façade construite. Et derrière, il se peut qu'il y ait des gens qui ont souffert, qui ont du mal, qui cachent une faiblesse dans cette apparence autoritaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça. Je remets les lunettes pour voir si vous inquiétez. Moi, je remarque, souvent, je vois ça, hein, des gens qui peuvent avoir ce rôle de persécuteurs, mais qui sont derrière, finalement, plus fragiles qu'on ne le croit. Bon, voilà. Première subtilité. Et on pourrait continuer, c'est-à-dire derrière cette victime, il peut y avoir un sauveur caché, vous voyez. Et ainsi de suite pour les autres rôles. Un sauveur, vous savez, il y a plein de sauveurs différents. Il y a des sauveurs qui sont un peu persécuteurs derrière, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des sauveurs on se sent persécuté par eux parce qu'ils sont toujours sur notre dos, vous voyez, ils veulent bien faire, ils veulent nous aider, ils veulent corriger, ils veulent. Voilà, bon. Et donc, il y a des sauveurs qui sont assez persécuteurs. Et puis derrière, il y a peut-être une victime, et ainsi de suite pour la victime. Vous voyez, donc, la première subtilité dont parle Stéphane Carpan, c'est ça. C'est essayons de regarder, d'éplucher un petit peu et d'aller un peu plus loin que ce qui
est apparent dans ce triangle dramatique au premier regard. La deuxième subtilité de Stephen Karpman, et c'est en lien avec la première, c'est que finalement, le triangle dramatique, on peut le voir à un niveau social. Donc, c'est ce qu'on vient de voir avec nos deux voisins, là. Mais il se passe quelque chose dessous qu'on appelle le niveau psychologique. Et on pourrait dire qu'il y a un deuxième triangle dessous, psychologique, qui est un peu plus difficile à voir, à découvrir. C'est-à-dire qu'il se trame quelque chose qui n'est pas dit. Hein, c'est ce qu'on appelle les sous-entendus. Et puis, Stephen Karpman dit, il y a même un troisième niveau, un niveau plus inconscient. Donc, en fait, de son triangle, il en fait trois, avec un niveau social qu'on entend, qu'on voit, un comportement visible, un niveau psychologique, déjà, quelque chose se trame dessous. Et vous savez, si vous êtes analyste transactionnel, et pour les autres, je vous le dis, c'est dans ces jeux psychologiques, en fait, les gens ont des besoins, mais qu'ils n'osent pas dire, ou bien les gens reproduisent des phénomènes répétitifs qu'ils ont déjà vécus dans leur vie. En AT, on dit que le scénario, bien que le jeu psychologique est relié à notre scénario de vie, hein, à notre construction, à notre personnalité. Donc ça, c'est le niveau psychologique. Et puis, il y a sans doute encore un niveau plus inconscient. Bon, voilà. Déjà, première subtilité que je voulais vous partager, dont parle Stephen Karpman, et je trouve que c'est intéressant. Bon, là, on n'a pas le temps de développer, bien sûr, mais pour ne pas s'arrêter à un produit, on va dire, un peu trop simple, hein, comme ça, qui est ce premier triangle dramatique social. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez des commentaires, des réflexions, une question, une idée à partager? Non? Non, non, c'est plutôt clair, hein. Oui? Et ça te parle, je veux dire, quand tu dis c'est clair, est-ce que tu te dis, ah oui, tiens, oui, c'est vrai que j'ai vu ça dans mon collègue, dans tes coachs, donc peut-être dans un client, ou finalement, quand on gratte un peu, ben, tu découvres autre chose. Oui, bien sûr, c'est très parlant parce que ce sont des, des rôles qu'on peut voir ou même qu'on peut jouer soi-même, hein. Il faut en être conscient. Bien sûr. Donc oui, oui, non, non, c'est très parlant. Ouais, je suis assez d'accord. Souvent, le sauveur, il peut être persécuteur, en fait. Il a un pouvoir. Mm. Et derrière ce persécuteur, il y a encore quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, nous, les analystes transactionnels, on est vraiment attentif à ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Même derrière la personne qu'on ne supporte pas. Hein, parce que, en fait, l'idée, c'est ça. C'est que des fois, on a des collègues qu'on ne supporte pas. Hein, on a des clients qu'on n'aime pas. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est comment on fait avec ces gens un peu difficiles. Alors, je vais continuer, si vous voulez bien, pour qu'on respecte le temps. Et bien sûr, j'ai conscience qu'ici, là, on va un peu vite, hein, mais c'était l'idée de ce webinaire, hein, c'est d'avoir un aperçu un peu rapide. Alors, voilà autre chose qui arrive là, c'est Petrushka Clarkson. Alors, moi, j'ai découvert son écrit là que j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de partager un peu plutôt cette réflexion qu'elle nous apporte. Hein. Je dirais pas que c'est un fait comme ça, mais c'est plutôt une réflexion. C'est le rôle du spectateur. Donc, qu'est-ce que dit Petrushka Clarkson? Elle dit, mais finalement, dans ce triangle, il y a trois personnes, trois rôles, on est d'accord? Mais non, non, il n'y a pas trois, il y en a quatre. Parce qu'elle ajoute un spectateur ou des spectateurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Stephen Karpman, au tout début, quand il a créé son triangle, il avait mis une quatrième personne qui s'appelle le meneur de jeu. Euh, Parce qu'en fait, bon, je fais une petite parenthèse, Karpman, au tout début, en fait, il s'amusait à faire un schéma. Je ne sais pas si vous savez, c'est un schéma de la stratégie d'une équipe de basket, je crois, parce qu'il coachait une équipe de joueurs, je ne sais pas quoi, de basket, et il s'amusait à faire des schémas. Donc, il y avait un meneur de jeu. Donc, il avait gardé le triangle plus un meneur de jeu. Là, c'est un peu différent. Ce que dit, mais ça, il fait penser, c'est ce que dit Petrushka Clarkson, c'est que il y a bien souvent dans les jeux quelqu'un qui est un spectateur ou des spectateurs. Il y a quelqu'un d'extérieur qui observe ce qui se passe.
Est-ce que là, ça vous cause, hein, ça vous fait penser à quelque chose dans votre pratique, expérience? Donc, quelqu'un, bien sûr, qui a une importance, qui va avoir une importance dans le déroulement. Dans un conflit conjugal. Ah oui? Ou il y aurait un troisième spectateur, un Les troisième enfants pourraient être les spectateurs du spectateur. triangle qui se joue entre les parents. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Julia? Ou peut-être dans une situation d'équipe où un manager va se montrer persécutant, ou je ne sais pas, souvent, parce qu'il sait que d'autres membres de l'équipe regardent et donc vont faire des conclusions par rapport à ça. Enfin, qu'il veut se Ah, montrer dans un certain rôle hmm, par rapport aux c'est autres. ça, c'est ça, c'est ça. Et ça peut arriver. Et ce que dit Petuska Clarkson, c'est que des études de sociologie ont montré que le changement de comportement de ce spectateur dans ce système, finalement, va changer le système. Donc, en fait, cette place du spectateur, elle peut être passive, comme vous venez de le dire, quelqu'un regarde, ok, mais si elle devient active, le changement de comportement aura une influence. On aura une influence sur l'ensemble du système. Donc ça, c'est des études de sociologie, hein, c'est pas propre au triangle dramatique, on est d'accord. Et on peut imaginer, hein, on peut penser peut-être à des événements politiques qui ont eu, où les gens se sont mis à agir, hein, bien sûr, à des phénomènes dans les quartiers, où les gens, les spectateurs, entre guillemets, prennent position. Et juste pour échanger un petit peu avec, enfin, vous présenter cette réflexion de Petuska Clarkson, elle s'est demandé finalement, qu'est-ce qui fait que le spectateur passe de sa position juste d'observant, hein, d'observateur, à celle de l'engagement actif. Et elle dit qu'il y a plusieurs conditions pour ça, plusieurs étapes en tout cas pour ça. Il faut que le spectateur perçoive que quelque chose se passe, donc il faut que le spectateur voit, parce que des fois on est devant puis on voit pas. Il faut que le spectateur interprète la situation comme étant celle où quelqu'un a besoin d'aide. Il faut qu'il assume sa responsabilité. Il faut qu'ensuite il choisisse une forme d'aide adaptée et ensuite qu'il passe à l'action. Donc Petuska Clarkson nous apporte un petit peu cette grille de lecture où un spectateur peut intervenir, peut s'engager activement à condition qu'il suive ces 5 étapes. Il se passe quelque chose, quelqu'un a besoin que j'agisse, je vais prendre ma responsabilité, je vais agir pour arrêter ce que je vois. Je trouvais ça assez intéressant bon, de voir un petit peu ça sous cet angle-là. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Ou vous avez déjà vu ça? Ouais, Véronique? Moi, je me pose la question si ce spectateur, du coup, participe au jeu psychologique, si c'est un appât qui fait qu'il prend position pour l'un ou l'autre des deux personnes, ou si c'est quelqu'un qui intervient avec son adulte et qui décide simplement d'interroger ou aider. Enfin, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais Eh oui, et je pense que ton intervention montre que c'est délicat, parce que si ce spectateur n'est pas suffisant, il n'a pas mis ses lunettes, il ne voit pas suffisamment clair avec son état du moi adulte, tu as raison, il pourrait participer au jeu. Vous savez que dans les jeux psychologiques, hein, Berne a décrit des jeux, par exemple les jeux de l'alcoolique, où il y a d'autres personnages qui interviennent. Hein. Donc, mais l'idée de Petruska Clarkson, c'est comment un spectateur qui au départ pourrait être passif, comment il peut entrer en action et intervenir pour que le système change. Et il a beaucoup réfléchi à prendre sa responsabilité pour ça. Donc tu as raison, avec une conscience adulte, comme en athée on dit adulte. C'est quand même un réel danger qu'il devienne un sauveur et qu'il juste il rentre encore en tant que sauveur dans le triangle. Enfin, il le complexifie un petit peu plus. Bien sûr, bien sûr. Il y a un réel danger. Voire même une victime, et je pense à tout ce qui pourrait s'apparenter comme un peu au traumatisme vicariant. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'effet de je me prends pas la bombe en pleine face, mais j'étais à côté et je l'ai vu.
Et donc, en fait, je peux moi-même me rendre victime, non pas pour avoir été actif, mais pour avoir été spectateur aussi, quoi. C'est Donc, possible. dans une certaine mesure, finalement, participer au jeu sans vraiment le vouloir. Oui, c'est possible. Ça arrive, hein. Ça arrive que les spectateurs lui-même sont très touchés et bouleversés et même traumatisés par ce qu'ils voient. Un dommage collatéral, quoi, un petit peu. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je trouve que c'est intéressant cette approche parce que et je vous encourage à regarder cet article, il est passionnant. En même temps, il pose question, j'aime bien vos questions, moi aussi je me suis questionné parce que c'est pas si simple que ça, mais je trouve que, par exemple, je trouve intéressant quand on observe un jeu avec un client, et avec le triangle, prenons un peu de recul aussi pour voir aussi un peu le système qui est autour. C'est pas seulement les trois personnages, c'est un peu le système. Et dans le système, est-ce qu'il y a finalement des gens qui sont passifs et avec leur passivité qui favorisent la poursuite de ce jeu? Ou au contraire, parce que dans le système, quelqu'un peut intervenir ou est intervenu et ça a changé quelque chose. Du coup, le système, il n'est pas neutre, quoi qu'il arrive. Peut-être il n'en a pas conscience, mais il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre. En tout cas, pour Oscar Clarkson, il n'est pas neutre, hein. C'est sûr. Pour terminer là-dessus, donc voilà les cinq repères là que je vous ai dit. Prendre sa responsabilité, en fait, elle revient sur un peu l'étymologie du mot responsable. Responsable, c'est capable de réponse. Voilà. On va bien finir cette approche avec cette définition du mot responsable. Bon, je passe vite, mais si vous êtes intéressé pour développer ça, bien sûr, je vous encourage je vais faire comment dire, mon commercial, mais à venir à l'atelier à Lausanne. Alors, on va passer dans la dernière partie, c'est alors sortir du triangle dramatique. En fait, il y a plein de possibilités et il y a plein d'auteurs, il y a plein d'écrits là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des références. C'est vraiment passionnant. Toutes sortes de personnes ont écrit comment accompagner les gens. Et là, je vais vous montrer le triangle gagnant, c'est-à-dire ce que en a dit A.C. Choi. Hein. Parce que dans ce qu'il dit A.C. Choi, dans son écrit, il montre pas seulement, il a une vision du triangle un peu différente, donc je vais la montrer. Et puis aussi, il montre comment accompagner chaque interlocuteur du triangle pour les aider à changer. C'est ce qu'on va voir ici rapidement. Donc lui, bon, il reprend le triangle, simplement il observe que chaque protagoniste, hein, donc persécuteur, sauveur, victime, a une certaine conscience de la réalité, ça c'est un fait, et on va s'appuyer là-dessus, mais chaque protagoniste fait aussi des méconnaissances. Alors, des méconnaissances, c'est un terme athée qui veut dire je ne vois pas des choses. Donc, pour une part, chaque protagoniste a conscience de la réalité, et pour une part, chaque protagoniste ne voit pas une part de cette réalité. C'est là-dessus qu'il va s'appuyer. Donc, chaque protagoniste a conscience de la réalité, par exemple, ben, la victime, elle a conscience de sa souffrance. Oui, elle se plaint, donc elle a une certaine conscience de sa propre souffrance. Le sauveur, il a une certaine conscience, on va dire, de la victime. C'est-à-dire, il s'intéresse, c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs, il s'intéresse aux victimes. Il a un espèce d'élan pour aller repérer et aller secourir ses victimes. Donc ça, c'est un fait. Et puis, le persécuteur, lui, il a conscience de son intérêt, de son propre intérêt, de ses besoins. Mais, en même temps, chacun de ces protagonistes font des méconnaissances. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il ne voit pas. Par exemple, le sauveur fait des méconnaissances sur
les ressources de la victime. Il agit comme si la victime n'avait pas suffisamment de ressources. Ou le sauveur fait des méconnaissances parce qu'il en fait trop. Ou le sauveur fait des méconnaissances parce qu'il agit sans avoir les moyens vraiment de réussir. Voilà, il fait plus que sa part, par exemple, vous voyez. Ou des fois, le sauveur, il fait même des choses qu'il n'a pas finalement au fond envie de faire. Vous savez, c'est un peu propre de certains sauveurs, ça. Il fait des choses parce qu'il sent qu'ils se sont un peu obligés de les faire, mais il n'a pas vraiment envie de les faire. Donc ça, c'est des méconnaissances. Et la principale de ces méconnaissances du sauveur, c'est que il méconnaît les capacités de la victime. Ce qui fait, vous voyez, que ça ne fait qu'activer et aggraver la chose. La victime, elle méconnaît ses propres ressources, justement. Et elle méconnaît en particulier ses capacités de penser. La victime, dans le triangle dramatique, c'est quelqu'un qui se présente comme ayant un problème, comme étant incapable de le résoudre, elle n'arrive pas à faire fonctionner, comme tu disais, Véronique, tout à l'heure, son état du moins adulte. Donc, elle a des capacités de pensée qui sont complètement bloquées. Et puis, le persécuteur, lui, il méconnaît, alors il a conscience de ses propres besoins, mais il méconnaît les besoins des autres. Il méconnaît les besoins des autres, il méconnaît la souffrance des autres, même des fois, il reconnaît même leur place ou même leur existence. Hein. Il fonctionne un peu comme si les autres n'existaient pas. Et à partir de là, Assechoy propose des façons de faire, des outils, et ça, on va le faire dans l'atelier. C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant mais pour ça, il faut l'expérimenter. Vous voyez, il faut vraiment se mettre dans ces rôles, expérimenter ce que va montrer Assechoy là. Finalement, comment on accompagne le persécuteur pour garder ses qualités, mais en faire une force. Comment on accompagne le sauveur pour garder cette qualité, cette qualité de réalité et en faire une force. Comment on accompagne la victime. Et pour ça, moi, dans cet atelier, je vous proposerai vraiment d'expérimenter ça. Alors, je vous présente rapidement là ce que dit Assechoy. Eh bien, finalement, on peut aider un persécuteur à garder sa réalité, il est conscient de ses besoins, d'accord? Il sait d'ailleurs l'affirmer, sauf que on va l'aider à, par exemple, ne plus punir les autres. Par exemple, à demander vraiment ce qu'il veut. Ou par exemple, à donner du feedback positif aux autres. Ou encore à refuser très clairement ce qu'il ne veut pas des autres. Donc, on va l'aider à progresser dans cette conscience-là et finalement à développer son affirmation de soi, mais une affirmation de soi saine, vous voyez, pas une affirmation de soi qui ne fonctionne qu'en dévalorisant la victime. Dans ce triangle du gagnant, Assechoy dit que le sauveur, on va l'aider à avoir non pas le souci de la victime, mais le souci de l'autre, tout simplement. On va garder ce bon côté d'être intéressé par l'autre, mais en développant, par exemple, sa capacité de voir les ressources de la victime. Par exemple, de faire que sa part, et pas plus. De ne pas faire ce qu'elle ne souhaite pas faire. De ne pas monopoliser toute la pensée à la place de la victime, de laisser la victime penser par elle-même. Et ça permet de développer cette compétence, cette qualité du souci de l'autre. Et dans ce triangle gagnant, Assechoy complète en montrant que la victime peut garder cette qualité, cette compétence de connaître ses zones de vulnérabilité. C'est plus des zones d'incapacité. Il fait la différence entre incapacité et vulnérabilité. C'est pas que je suis incapable et je suis impuissant, mais c'est juste que je suis vulnérable. On est tous vulnérables. On a tous des zones de vulnérabilité, de sensibilité. Et il propose des outils pour aider cette victime à se servir de son adulte pour penser correctement, pour résoudre ses problèmes, pour demander s'il a besoin, pour développer sa conscience de sa situation
Donc, des outils de résolution de problèmes qui lui permettent de sortir de ce rôle, de cette position de victime, tout en gardant cette belle, on va dire, capacité d'être en contact avec ces zones de vulnérabilité. Voilà ce que présente assez Choi dans ce triangle gagnant, le triangle du gagnant. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que ça fait écho un peu dans vos pratiques ou dans vos observations? En fait, on développe son adulte, non? À chaque fois, tout simplement. J'ai pas vu qui c'est qui parlait. C'est Yulia. Ah oui, d'accord. Mm. Alors, et on développe son adulte, peut-être pas que. Peut-être qu'on développe aussi, tu sais, cette belle énergie qui circule. Alors, on développe son adulte, oui, mais pas que, parce qu'un adulte connecté a aussi ses besoins, son état du moi enfant, et un adulte connecté, pardon, à des compétences de son état du moi parent. Tu vois, je vois ça comme ça. Par exemple, la victime, elle a besoin de développer sa pensée, mais en contact aussi avec son sentiment, son besoin. Le persécuteur va développer, en effet, c'est un état du moi adulte, mais pas que. Je dirais aussi une conscience qu'il y a les autres existent, et qui peut s'affirmer sans forcément écraser les autres. Ça te parle, ça, ou... Ouais. Oui, mais quelque part, enfin, j'ai envie de dire que justement, avoir cette conscience extrêmement assumée de l'autre, c'est un rapport adulte à l'autre, Hmm. me semble. Tu peux dire ça. Tu peux dire ça, oui. On dit, en athée, on dit mettre l'adulte aux commandes aussi. Et tu as raison, oui, je voulais juste pas oublier que cet adulte, il fonctionne bien aussi quand il est en contact avec les sociétés du monde. Bah oui, bien sûr, tu as raison. Une autre question, commentaire ou réaction par rapport à ce triangle du gagnant? Alors, pour les persécuteurs, c'est de ce que moi j'ai pu expérimenter, c'est parfois difficile hein, d'essayer de les faire comprendre, ok, de mettre l'adulte aux commandes et de se connecter à leur enfant un petit peu, ils ont besoin de quoi, et pour eux, ils savent, en fait, ils ont l'impression, enfin, moi je pense, qu'ils savent s'affirmer. Hmm. Donc, c'est vraiment de mettre en lumière, comment mettre en lumière un petit peu, ou de leur faire prendre conscience que finalement, peut-être qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'affirmer. C'est quelque chose qu'ils vont avoir du mal à entendre, j'ai l'impression. C'est C'est vrai. Et peut-être qu'il y a plusieurs étapes à faire avec eux, c'est-à-dire pas tout de suite leur dire qu'ils ne s'affirment oui. pas vraiment, mais comment vous vous affirmez? Tiens, donnez-moi des exemples. Comment vous, tu vois, essayez de rentrer dans son cadre de référence et pour lui, l'affirmation, comment il l'a fait? Comment il l'a fait vivre? Nous, en athée, on parle de transaction, par exemple. Comment il communique avec ses subordonnés, par exemple. Comment vous faites pour pour donner une tâche à quelqu'un? Est-ce que vous lui donnez la tâche avec les moyens pour y réussir, toutes les informations? Parce que des fois, il y a des persécuteurs qui donnent pas toutes les informations pour garder un peu la main, tu sais, sur la chose. Donc voilà, on peut aller progressivement peut-être. Voilà, ok, vous vous affirmez, ça m'intéresse de voir comment vous vous affirmez. Et bon, et puis aussi, est-ce que aussi ton client qui aurait un rôle de persécuteur a conscience que ça entraîne des problèmes? Parce que bien sûr que pour travailler ça, il faut qu'il y ait un contrat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit d'accord de travailler quelque chose. Donc, il faut que ça lui pose un problème, sinon, si tu le prends comme ça, bon, c'est sûr que il fonctionne comme ça, tu vois. Ça me fait penser, on l'aide peut-être à développer son empathie. Ah oui, ah oui, Hein, oui. ne plus punir ou je sais pas, et Oui, ça c'est ça, voilà. il a disait le mettre à l'adulte et Oui, ce que oui, ressent l'autre. oui, On oui. connecte à son adulte par rapport à l'autre.
Alors, ça peut être, c'est vrai, je comprends. Par exemple, ne plus punir. Pour moi, par exemple, je traduis en athée, on parle de signe de reconnaissance négatif quand il faut critiquer quelqu'un, mais critiquer correctement, tu vois, avec respect. C'est difficile à faire des fois, hein. Faire une belle évaluation, même négative, tu vois, sans punir. Une évaluation qui sera utile à l'autre. Ça, des fois, c'est un gros travail à faire, hein. Ok, petite réaction de Nadège avant de finir. Nadège, ouais. Oui, j'ai une question. Enfin là, je prends des notes et j'ai quelque chose qui me perturbe sur les derniers éléments, puisqu'au final, j'ai l'impression que, comment dire, la victime et le persécuteur ont, comment dire, une zone de vulnérabilité pour reprendre le terme que tu as utilisé. Et j'ai le sentiment alors oui, on a deux rôles. On a un rôle de victime et un rôle de persécuteur. Mais dans le fond, ça me donne l'impression qu'ils sont au même, je vais dire au même niveau. C'est pas forcément le terme exact, mais qu'ils ont cette même vulnérabilité. Tu disais qu'on pouvait aider, voilà, en travaillant la confiance en soi, demander ce qu'il veut, donner un feedback positif en parlant du persécuteur. Mais au final, en parlant également de la victime, on parle de zone de vulnérabilité et je les trouve extrêmement proches au final. Oui, je ne sais pas si ça amène une réponse de ma part, c'est plutôt une réflexion. Oui, enfin voilà, quelque part ça me perturbe. Ah, c'est perdu. Mais quelque part, moi, ça me fait penser au triangle, tu sais, qu'on voyait tout à l'heure, le triangle social, psychologique et inconscient. Et peut-être que Ah ouais. ça parle de ça, c'est-à-dire que oui, finalement, il y a quelque chose qui les réunit, tous ces gens-là, tu vois, ces rôles-là, hein. Et tu as raison, il y a des zones de vulnérabilité partout. Et je te remercie d'ailleurs pour de dire ça concernant le persécuteur, parce que souvent, souvent on a tendance quand même bon, à, on va dire, à blâmer le persécuteur, hein. Souvent, quand même, il a le mauvais rôle, on va dire, dans nos sociétés. Et or, il a des zones de vulnérabilité autant que le sauveur ou la victime. Bon, ça demanderait peut-être des développements, hein, Nadège, mais oui, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, je conclus, parce que pour respecter le temps, je vois que le temps passe vite, je conclus juste sur ma dernière diapo, parce que, bon, en guise de conclusion, hein, des choses que vous savez, mais je voulais quand même pas repartir sans les avoir redites. Bon, les jeux psychologiques sont quand même communs, hein, d'accord? La plupart du temps, d'ailleurs, ils sont assez légers, hein, donc, bon, je rappelle aussi que les jeux psychologiques sont des phénomènes inconscients, hein, ah, d'accord, jusqu'au moment, bien sûr, on s'en rend compte et puis on les travaille. Mais donc, je dis ça aussi pour que vous puissiez déculpabiliser vos clients ou vos collègues qui sont dans des jeux psychologiques, ou peut-être soi-même, hein. Les jeux psychologiques sont des phénomènes répétitifs. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on les reconnaît, parce que les gens racontent, bah, ça recommence, ça m'est encore arrivé, un tel ceci, un tel cela. C'est toujours pareil avec lui, donc c'est répétitif. Et enfin, heureusement, bah, ils permettent aussi de mieux connaître les personnes, hein, de mieux se connaître soi-même. C'est une clé, parce que derrière, vous avez vu, derrière ces jeux, il y a toutes sortes de niveaux. C'est une clé pour mieux se connaître, pour mieux connaître l'autre. Et puis, on peut apprendre à sortir des jeux psychologiques de différentes manières. Bon, là, je vous en ai présenté une, mais il y en a d'autres. Et ce sera l'objet de l'atelier qu'on vous présentera pour en savoir plus, pour expérimenter vous-même, pour accompagner vos clients. Donc, l'atelier d'une journée à Lausanne. Donc, on avait fixé une date qui était le 16 décembre. Donc, je vous annonce que cette date sera repoussée parce qu'on n'avait pas assez de monde pour le 16 décembre. Mais on fixera une date en début d'année prochaine. Donc, si ça vous intéresse ou si vous avez des gens éventuellement intéressés autour de vous, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur notre site instituataconseil.ch, voilà, sur notre mail info@instituataconseil.ch, et voilà. Et je vous remercie à tous pour votre présence, votre participation, vos visages réjouis, en tout cas encourageants, merci. Et voilà, À on arrive bientôt. au bout de notre, notre heure.
Voilà, si vous Merci. voulez Merci dire un petit beaucoup, mot de Christophe. conclusion. Merci quand possible. beaucoup. Ouais. Merci, bonne soirée. Pareil. Merci à vous.